Pendant 8 ans, Dawson Alder a cru qu'il avait enterré sa femme. Mais la lumière chaude qui s'échappait des fenêtres de cette maison abandonnée était sur le point de lui prouver que son chagrin lui avait menti. La voiture noire roulait lentement dans les rues de Spokane, dans l'État de Washington. À l'arrière, Dawson Alder était assis, les bras croisés. Ses yeux fixaient la fenêtre sans vraiment rien voir. Il avait 35 ans. Son costume gris anthracite était presque neuf, ses chaussures en cuir poli jusqu'à briller comme un miroir. En apparence, c'était un homme qui avait tout: l'argent, le succès, le pouvoir. Mais quiconque regardait attentivement ses yeux aurait vu autre chose, quelque chose de triste et de vide, comme une maison où plus personne ne vivait. Dans un tiroir du bureau de son appartement, il y avait une alliance qu'il n'avait jamais osé remettre et jamais osé vendre. Sur ce même bureau se trouvait une photo encadrée, retournée face contre table. Il ne supportait pas de la regarder, mais il ne pouvait pas non plus la jeter. Et pendant 8 ans, il n'avait pas changé de numéro de téléphone. Pas par paresse, mais parce que quelque part au fond de lui, une partie stupide de lui avait toujours peur. Peur que s'il le changeait, un jour, Mara pourrait appeler et ne pas pouvoir le joindre. « Nous y serons bientôt. »« Encore une vingtaine de minutes, monsieur Alder, » dit le chauffeur. Wayne l'interpella depuis le siège avant. « Bien, » répondit Dawson. Il ne souriait pas. Il ne souriait que rarement maintenant. Dawson était en route pour voir une vieille maison, sa propre maison, celle où il avait grandi et où il avait ensuite emménagé avec sa femme, la maison où il n'avait pas mis les pieds depuis 8 ans. Une société de promotion immobilière voulait acheter tout le pâté de maison, le raser et construire un centre commercial. Dawson obtiendrait plus de 200 000 $. Une bonne affaire, se dit-il. Mais quelque part dans ses entrailles, quelque chose se serra. La voiture passa devant des gratte-ciel de verre et des restaurants chers. Puis, lentement, la ville changea. Les bâtiments devinrent plus bas. La peinture s'écaillait. Les routes se remplirent de nids de poules. Dawson reconnut cette partie de la ville. Hilliard, le quartier d'où il venait avant de devenir un homme aisé. Ses mains étaient glacées. 8 ans depuis le pire jour de sa vie. Il ferma les yeux et se souvint de l'appel de la police. « Monsieur Alder, il y a eu un accident. Votre femme, je suis vraiment désolé. Elle n'a pas survécu. Mara, sa belle Mara Ellsworth, partit dans un accident de voiture, un incendie, ne laissant que des cendres. Dawson n'avait que 27 ans quand elle est morte. Il n'avait été marié que 6 courts mois de bonheur. Après son départ, il ne pouvait plus rester dans cette maison. Chaque pièce lui rappelait elle. Alors il a fermé la porte à clé et n'est jamais revenu, se jetant à corps perdu dans le travail, gagnant de l'argent, devenant riche, essayant de combler le vide dans sa poitrine avec le succès. Ça n'avait jamais marché, mais il continuait d'essayer quand même. « Nous sommes arrivés, monsieur, » dit Wayne. La voiture s'arrêta. Elle était là, la vieille maison sur Cedar Hollow Road. Elle avait l'air pitoyable, la peinture blanche depuis longtemps passée au gris, la clôture affaissée, les mauvaises herbes hautes et sauvages, une fenêtre fissurée à l'étage supérieur. Sur ce porche, il y a des années, Mara cultivait des géraniums rouges. Elle se tenait là, les mains pleines de terre, levant les yeux pour lui sourire. Ils avaient repeint la cuisine ensemble un dimanche après-midi. De la peinture jaune striait ses cheveux. Cette maison avait été le décor d'un très court mariage. Mais maintenant Dawson voulait juste signer les papiers et partir aussi vite que possible. « Vous voulez que j'attende dans la voiture ?» demanda Wayne. « Oui, je n'en aurai pas pour longtemps, » dit Dawson. Il attrapa sa mallette et sortit. L'air ici sentait différemment. Le vieux bois, la terre, l'odeur de son enfance. Il marcha lentement vers la maison. « Finis-en, » se dit-il. « Prends quelques photos, signe les papiers, vends-la et oublie tout ça. » Mais c'est alors qu'il remarqua que l'herbe près du porche n'était pas aussi haute que partout ailleurs, comme si quelqu'un y avait marché de nombreuses fois. Probablement des enfants qui traînaient, pensa-t-il, ou un sans-abri qui s'était introduit pour dormir. Il monta sur le porche et chercha la vieille clé de secours. Puis il se figea. Son cœur se mit à battre la chamade. Il y avait de la lumière à l'intérieur. À travers la fenêtre poussiéreuse, une douce lueur dorée, comme si une lampe était allumée. Ça n'avait aucun sens. L'électricité avait été coupée il y a des années. Il s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit le laissa figé sur place. Le salon n'était pas vide. Un canapé marron, une table en bois, un tapis coloré, des jouets d'enfants, un camion jouet rouge.
des cubes de construction en bois. Quelqu'un vivait dans sa maison, et sur la table en bois, il vit une tasse en céramique bleue avec une ébréchure sur l'anse. Il connaissait cette tasse. Il la connaissait bien trop bien. Mara buvait son café dans une tasse exactement comme celle-là chaque matin. La colère monta en Dawson comme de l'eau bouillante. C'est ma maison. Qui ose s'introduire et vivre ici? Il s'avança vers la porte et frappa. Il y eut un bruit à l'intérieur. Des pas, doux et prudents, comme si quelqu'un essayait de ne pas faire de bruit. Les pas se rapprochèrent. La porte s'entr'ouvrit juste assez pour que Dawson voie un œil, un côté d'un visage, le visage d'une femme. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. Sa voix était douce mais pleine de peur. « Oui, vous pouvez m'aider en… » commença Dawson, sa voix tranchante de colère. Mais la porte s'ouvrit un peu plus. Dawson vit clairement son visage, et tous les mots moururent dans sa gorge. Il connaissait ce visage. Il connaissait ses yeux bruns et chauds. Il connaissait le petit grain de beauté près de son oreille gauche. Il connaissait la légère cicatrice au-dessus de sa lèvre, due à une chute de vélo quand elle était enfant. Il savait tout de ce visage, parce qu'il l'avait autrefois aimé, embrassé, et qu'il en avait rêvé chaque nuit pendant 8 ans. Mara. Il souffla à peine un murmure. Dawson recula d'un pas, son dos heurtant la rampe du porche. Il répéta son nom, mais cette fois, aucun son ne sortit. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Son visage devint blanc comme du papier. Sa main agrippa la porte si fort que ses jointures pâlirent. Dawson. Elle expira. Ils se regardèrent fixement. Aucun ne pouvait bouger. Aucun ne pouvait respirer. C'était impossible. Complètement impossible. Parce que Mara était morte. Dawson était allé à ses funérailles. Il était resté là à regarder descendre le cercueil en terre. Il avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais elle était là, juste devant lui, vivante, réelle, respirant. Et ce qui blessait Dawson plus que le fait qu'elle soit en vie, c'était la façon dont elle le regardait. La femme pour qui il avait porté le deuil pendant 8 ans ne le regardait pas avec amour. Elle le regardait comme s'il était une menace. « Maman, qui est à la porte ?» appela une voix d'enfant de l'intérieur. Le cœur de Dawson explosa. « Maman !» Un petit garçon accourut derrière Mara. 7, peut-être 8 ans, avec des cheveux bruns en désordre, portant un t-shirt vert avec un dinosaure dessus. Il prit la main de Mara et leva les yeux vers Dawson avec des yeux verts, exactement la même nuance de vert que ceux de Dawson. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le garçon avait ses yeux, son nez, la forme de son visage. Et même la façon dont le garçon fronçait les sourcils en étudiant Dawson lui ressemblait tellement que c'en était troublant. « Maman, cet homme t'embête ?» demanda le garçon, essayant de paraître courageux, même s'il avait l'air un peu effrayé, se plaçant en partie devant sa mère. Mara serra le garçon contre elle, le protégeant. Quand elle regarda Dawson maintenant, il n'y avait plus une trace d'amour dans ses yeux, seulement de la peur et de la colère. « Vous devez partir, dit-elle, la voix tremblante. Tout de suite. »« Mara, je ne comprends pas, » réussit enfin à dire Dawson. « Ils m'ont dit que tu étais morte. Un accident, une voiture en feu. Je sais ce qu'ils vous ont dit, » le coupa froidement Mara. « Maintenant, partez. Vous faites peur à mon fils. »« Votre fils ?» La voix de Dawson se brisa. « Est-ce qu'il est ?» Il ne put finir la question, mais il n'en avait pas besoin. La réponse était là, dans ses yeux verts. « Voici Finn, » dit Mara, la main sur l'épaule du garçon. « Et oui, avant que vous ne demandiez, vous n'avez aucun droit ici, aucune place dans nos vies. Mais je suis, » commença Dawson. « Vous n'êtes rien pour lui, » dit Mara en élevant la voix. Puis elle la baissa, luttant pour la contenir afin que Finn n'ait pas plus peur. Mais cette retenue rendait chaque mot aussi tranchant qu'un couteau. « Vous n'avez pas le droit de revenir comme un fantôme et de vous prétendre père. » Les mots touchèrent quelque chose de profond en Dawson, là où il ne s'y attendait pas. Il ne pouvait pas argumenter, parce qu'elle avait raison. « Je te croyais morte, » dit Dawson, la voix étranglée. « Qu'est-ce que j'étais censé faire? Contester un accident de voiture? Des funérailles? J'ai vu le cercueil, Mara. Je les ai regardés le descendre en terre. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi c'était un cercueil fermé? Demanda Mara, des larmes coulant maintenant sur son visage. Vous n'avez jamais demandé à voir mon visage une dernière fois. Vous n'avez jamais rien remis en question. Dawson ouvrit la bouche, puis la referma. Parce qu'elle avait raison. Il n'avait jamais rien remis en question. « Maman, j'ai peur, » murmura Finn, toujours blotti derrière elle.
Dis-lui de partir. Mara prit Finn dans ses bras, le serrant fort contre sa poitrine. Partez, Dawson, dit-elle, les larmes coulant maintenant aussi. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous nous sommes très bien débrouillés toutes ces années sans vous. S'il vous plaît, partez. Mara, s'il te plaît, dis-moi juste ce qui s'est passé, plaida Dawson. Partez. Partez! Cria Mara, et elle lui claqua la porte au nez. La porte claqua. Dawson resta sur le porche, fixant la porte fermée, tout son corps tremblant. À travers la fenêtre, il vit Mara s'effondrer sur le canapé, tenant Finn, se balançant d'avant en arrière. Ils pleuraient tous les deux. Lentement, comme un homme marchant dans un rêve, il retourna à la voiture. « Tout va bien, monsieur Alder ?» demanda Wayne, alors que Dawson montait. « On dirait que vous avez vu un fantôme. » Dawson regarda la maison, la lumière dorée à la fenêtre, les silhouettes de Mara et du garçon, son fils, bougeant à l'intérieur. « C'est peut-être le cas, » murmura Dawson. « Roulez, Wayne. Roulez, pour l'instant. » Mais alors que la voiture s'éloignait, Dawson continuait de regarder en arrière vers la maison qu'il était venu vendre. La maison qui détenait le plus grand secret de sa vie. Sa femme n'était pas morte. Il avait un fils. Et plus rien ne serait jamais pareil. Dawson ne dormit pas cette nuit-là. Il était assis dans son grand appartement, avec ses immenses fenêtres donnant sur la ville, fixant le vide. Mara était en vie. Il avait un fils nommé Finn. Sa vie entière était un mensonge. Mais pendant cette longue nuit, une pensée revenait sans cesse, une pensée si honteuse qu'il ne pouvait se résoudre à la nommer. Il y a 8 ans, quand sa mère avait posé une main sur son épaule devant ce cercueil fermé et avait dit « Laisse-la partir, mon fils ». Dawson l'avait cru instantanément, non seulement parce qu'il souffrait énormément, mais aussi parce que dans un coin sombre de son cœur, il avait ressenti du soulagement. 6 mois de mariage avec Mara avaient été 6 mois pris dans un feu croisé. L'amour de sa femme et la désapprobation constante de sa mère. La mort de Mara, aussi cruelle soit-elle, avait mis fin à ce tiraillement, et il s'était permis de se sentir soulagé. Il n'avait rien remis en question, parce qu'une partie de lui ne voulait pas remettre en question. Maintenant, assis dans le noir, Dawson comprenait le prix de ce lâche soulagement. 8 ans, un fils qu'il n'avait jamais connu. Quand le soleil se leva, son téléphone vibra. Un texto de son assistante, Natalie Carnes. « Bonjour, Monsieur Alder. N'oubliez pas la réunion de 9 heures du matin concernant la vente de la propriété de Cedar Hollow. Les acheteurs sont très impatients. » Dawson fixa le message. Il imagina les bulldozers réduisant la maison en décombres, avec Mara et Finn jetés à la rue, regardant leur seul abri s'effondrer en un tas de briques cassées. Pour la première fois depuis des années, l'argent n'était la réponse à rien. Les doigts tremblants, il répondit par texto. « Annulez la réunion. Dites-leur que la propriété n'est plus à vendre. » Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Puis il se leva, enfila un jean, un simple t-shirt, des chaussures ordinaires. Il se regarda dans le miroir. Sans le costume cher, il ressemblait plus à l'ancien Dawson, le Dawson d'il y a 8 ans, avant qu'il ne devienne riche et vide à l'intérieur. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» demanda-t-il à son reflet. Mais il connaissait la réponse. Il retournait à cette maison, cette fois, pour découvrir la vérité. À 8h30 du matin, Dawson se gara devant la maison sur Cedar Hollow Road. Il conduisait lui-même une voiture ordinaire. Aujourd'hui, il ne voulait pas avoir l'air riche. Il voulait juste avoir l'air d'une personne. À 8h45, la porte d'entrée s'ouvrit. Mara sortit, tenant la main de Finn. Le garçon portait un sac à dos bleu avec une fusée dessus. Finn sautillait, bavardant à propos de quelque chose. Mara lui sourit, écartant les cheveux en désordre de ses yeux. Ils avaient l'air si heureux, comme une vraie famille, comme s'ils n'avaient besoin de personne d'autre. Ils tournèrent au coin de la rue et disparurent de sa vue. Dawson attendit 10 minutes, s'assurant qu'ils étaient assez loin. Puis il se dirigea vers la maison. La porte était verrouillée, mais il avait toujours la vieille clé d'il y a 8 ans. Sa main trembla, en l'insérant dans la serrure. Clic. Elle fonctionnait encore. « Je n'ai pas le droit d'être ici », dit une voix dans sa tête. Il le savait, mais ses pieds continuèrent d'avancer. La maison sentait la cuisine, le savon, les biscuits. Elle sentait comme un endroit où des gens vivaient vraiment. L'odeur d'un foyer. Le salon avait changé. Un simple canapé marron, avec des coussins colorés, une table basse,
avec des boîtes de crayons de couleur et des livres de coloriage. Sur le mur étaient accrochés des dessins que Finn avait faits. Une maison, un arbre, un soleil souriant, une femme en bâton tenant la main d'un garçon en bâton. Il n'y avait aucun homme en bâton nulle part. La gorge de Dawson se serra. Dans la cuisine, il y avait 2 bols, 2 cuillères, 2 tasses, une grande, une petite, tout était propre, mais vieux et usé. Sur le comptoir se trouvait un bocal en verre avec quelques pièces et quelques billets d'$1. Dawson le prit et compta. 43 $, c'était tout l'argent qu'ils avaient. Il reposa le bocal très soigneusement, la poitrine douloureuse. Il monta à l'étage. La première chambre, son ancienne chambre, était maintenant celle de Finn. Sur un petit bureau se trouvaient quelques feuilles de devoir. Dawson en prit une. Une trace de crayon rouge déteignit sur son doigt. Finn Ellsworth, 3e année, contrôle de maths, 95%. Excellent travail. Ellsworth, le nom de jeune fille de Mara. Finn ne portait pas son nom. Le garçon ne savait même pas qu'il existait. Il passa à la pièce suivante, celle de Mara. Un petit lit, une fine couverture, une commode avec un miroir fissuré. Sur la commode se trouvait une photo encadrée. Finn nouveau-né, enveloppé dans une couverture bleue, dormant paisiblement, minuscule et parfait. À côté, il y avait un petit carnet, la couverture étiquetée « Document important de l'écriture de Mara ». Dawson savait qu'il ne devrait pas regarder, mais ses mains ouvrirent quand même le carnet. À l'intérieur se trouvaient des factures médicales. Tellement de factures. Visite aux urgences, 850 $. Médicaments pour Finn, 67 $. Page après page, certaines marquées payées au stylo rouge, d'autres marquées encore dues. Les yeux de Dawson piquaient. Pendant qu'il vivait dans un appartement cher, portant des costumes valant des milliers de dollars, Mara était ici, élevant leur fils seul, survivant avec chaque dollar. Il tourna à la dernière page. Il y avait une vieille enveloppe jaunie par le temps. Ses mains tremblaient en sortant le papier à l'intérieur. C'était un acte de naissance. Nom, Finn James Ellsworth. Date de naissance, le 15 octobre 2017. Mère, Mara Ellsworth. Père, inconnu. Inconnu. Dawson s'assit sur le bord du lit. Il fit le calcul. Octobre 2017, 8 mois après la mort de Mara. Elle était enceinte quand elle avait disparu. Enceinte de son enfant. Et il ne l'avait jamais su. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» murmura-t-il à la pièce vide. « Pourquoi as-tu fui ?» Puis Dawson entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Son cœur bondit dans sa gorge. « Finn, va te laver les mains avant ton goûter » appela la voix de Mara d'en bas. « Maman, je peux avoir un cookie aux pépites de chocolat ?» vint la voix de Finn. « Juste un, mon chéri. » Dawson se leva d'un bond, son esprit s'emballant. Puis il entendit de petits pas rapides monter les escaliers. Il ne pouvait pas laisser le garçon le surprendre comme ça. Ça le terrifierait. Il sortit discrètement dans le couloir, juste au moment où Finn atteignait le haut des escaliers. Ils se virent au même moment. Finn se figea, ses yeux verts, les yeux de Dawson, grands ouverts de peur. « Maman !» cria-t-il. « L'homme d'hier est dans notre maison. » Mara arriva en courant, paniquée. Quand elle vit Dawson, son visage se remplit à la fois de fureur et de terreur. « Comment êtes-vous entré ?» exigea-t-elle, se précipitant pour se placer entre Dawson et Finn. « J'avais une clé, » dit Dawson. « Je suis désolé. J'avais juste besoin de comprendre. Vous êtes entré par effraction dans ma maison. » La voix de Mara tremblait. « Sortez tout de suite ou j'appelle la police. S'il vous plaît, donnez-moi juste 5 minutes pour m'expliquer, » dit Dawson, levant les 2 mains. « Ensuite, je partirai si vous le voulez. »« C'est mon fils !» cria-t-il. Il n'avait pas voulu crier, mais les mots jaillirent comme l'eau d'un barrage brisé. Finn gémit, s'agrippant à la chemise de Mara, se cachant derrière elle. Les yeux de Mara s'emplirent de larmes. « Vous avez perdu le droit de dire ça le jour où vous avez cru que j'étais morte, sans l'ombre d'un doute. Le jour où vous ne vous êtes pas battu pour moi. Le jour où vous avez simplement laissé tomber. » Les mots touchèrent à nouveau ce même endroit coupable en lui. Dawson ouvrit la bouche, puis la referma, car une fois de plus, elle avait raison. Mara s'agenouilla au niveau de Finn. « Mon cœur, va dans ta chambre et mets tes écouteurs pour moi, d'accord? Écoute de la musique. On va juste parler. Personne ne va faire de mal à personne. » Finn hocha la tête et courut dans sa chambre. Quelques secondes plus tard, la porte se ferma. Mara descendit à la cuisine, Dawson la suivant.
Ils se tenaient de part et d'autre de la table. Pendant un long moment, aucun ne parla. Puis Mara prit une profonde inspiration. « Votre mère m'a détesté dès le premier instant où elle m'a rencontré. » commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Le saviez-vous, Dawson voulait défendre sa mère, mais il ne le pouvait pas. Parce qu'au fond de lui, il l'avait su. Il n'avait simplement pas voulu le voir. Votre mère n'a jamais voulu que vous m'épousiez, dit Mara, les yeux fixés sur la table. Elle pensait que j'étais trop pauvre, trop ordinaire. Au début, c'était de petites remarques qui sonnaient comme des blagues, mais qui n'en étaient pas. « Oh, Mara, vous portez cette robe. Eh bien, je suppose que ça ira. » Puis, après notre mariage, elle m'appelait chaque fois que vous partiez au travail. Chaque jour, parfois 2 fois, me disant que je nettoyais mal, que je cuisinais mal, que j'étais une mauvaise épouse, que je ruinerais votre vie. Et tandis que Mara parlait, le souvenir lui revint aussi vivement que si c'était hier. Un jeudi après-midi, elle arrangeait un vase d'œillets sur la table de la salle à manger. Elle entendit la porte s'ouvrir, pensa que c'était Dawson, et se tourna avec un sourire, mais c'était Helena. Elle entra sans frapper, regarda le vase que Mara venait de placer, le déplaça de quelques centimètres, puis hocha la tête comme si elle avait corrigé une grave erreur. « Charmant, dit Helena, d'une voix aussi douce que le miel. « J'admire vraiment vos efforts, Mara. » Et Mara resta là, un torchon à la main, ne sachant que répondre, car c'était la chose la plus terrible chez Helena. Elle enveloppait ses couteaux dans une soie si douce que la victime n'était même pas sûre d'avoir été coupée. Ce soir-là, quand Dawson rentra, il trouva sa femme assise en silence. « Ça va » demanda-t-il. « Juste un peu fatigué, dit-elle. Et il l'a cru, parce que croire était plus facile. « J'allais te le dire, dit Mara, ramenant Dawson au présent. Tellement de fois, j'ai failli le faire, mais chaque fois que j'allais ouvrir la bouche, j'entendais sa voix dans ma tête. Il ne te croira jamais. Il choisira sa mère plutôt que toi. Et j'avais peur qu'elle ait raison. Je t'aurais cru, dit Dawson. Vraiment? Mara le regarda droit dans les yeux. Si je vous avais dit que votre mère, la femme que vous aimiez et respectiez, m'appelait tous les jours pour me dire que j'étais une moins que rien, m'auriez-vous vraiment cru? Ou auriez-vous pensé que j'exagérais, que j'inventais? Dawson ouvrit la bouche, puis la referma, parce qu'il ne savait pas. Et cette incertitude disait tout. Puis un matin, continua Mara, je me suis réveillée nauséeuse. Elle se replongea dans le souvenir. Elle avait acheté un test de grossesse dans une pharmacie près de Division Street, caché au fond de son sac à main. 2 lignes apparurent. Mara s'assit sur le sol de la salle de bain, les mains tremblantes, riant et pleurant à la fois. Un bébé. Le leur, à elle et à Dawson. Elle prépara une soirée spéciale. Elle emballa le test dans une petite boîte cadeau nouée d'un ruban. Elle cuisina le plat préféré de Dawson, du poulet rôti avec de la purée de pommes de terre. Elle se tint devant le miroir de la cuisine en s'entraînant. « Tu vas être papa !» Elle s'entraîna encore et encore, riant de joie à chaque fois. Mais cette soirée n'eut jamais lieu, car cet après-midi-là, Helena revint. Elle entra sans frapper. Cette fois, son visage n'était pas doux. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Peut-être avait-elle engagé quelqu'un pour surveiller Mara. Peut-être avait-elle vu les vitamines prénatales dans la poubelle. Mara ne le sut jamais. « Tu penses que lier mon fils avec un bébé va marcher ?» dit Helena, sa voix froide comme la glace. « Tu penses que ça change quelque chose ?» Non. Ça fait juste de toi un plus gros problème à résoudre. Mara posa instinctivement une main sur son ventre. Et à ce moment-là, elle comprit quelque chose. Il ne s'agissait plus du mariage, plus de savoir si elle serait acceptée. Il s'agissait de protéger une vie. Si elle restait, le bébé grandirait sous le contrôle de cette femme pour le reste de sa vie. « J'avais fait le test 3 jours avant, » dit Mara à Dawson. Le dîner que j'avais préparé pour te l'annoncer, il a refroidi sur la table. Tu es rentré tard ce soir-là. Tu t'en souviens? Tu as demandé pourquoi je n'avais pas mangé. J'ai dit que je n'avais pas faim. Tu as dit que la nourriture avait l'air bonne, et tu es allé prendre une douche. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. C'est cette nuit-là que tu as failli apprendre que tu allais être père. La boîte cadeau avec le test à l'intérieur. Je l'ai jetée à la poubelle après que tu te sois endormi. Dawson eut l'impression que quelqu'un lui avait retiré tout l'air des poumons. Il se souvint de cette nuit. Il se souvint du poulet rôti. Il se souvint avoir mangé seul et s'être couché, agacé que sa femme boude encore sans raison. Il avait été à une question, un câlin, un moment d'attention de la vérité.
Et il n'avait pas demandé. Ta mère m'a donné une semaine pour disparaître, dit Mara. Elle m'a tendu une enveloppe, 50 000 dollars. Elle a dit, prends-les et pars. Commence une nouvelle vie quelque part. Laisse mon fils avoir l'avenir qu'il mérite. Qu'as-tu fait? Demanda Dawson, bien qu'il redoutât la réponse. Je lui ai jeté l'enveloppe au visage, dit Mara. Je lui ai dit que je t'aimais, que nous étions mariés, que nous allions être une famille. Elle a juste souri. Ce sourire, je ne l'oublierai jamais. Elle a dit, alors nous ferons ça à la manière forte. Et puis Mara lui raconta cette nuit-là. Pendant qu'elle parlait, chaque scène se déroulait devant les yeux de Dawson comme un film. Cette nuit-là, il pleuvait à verse. Mara n'avait pas de voiture. Il n'en avait qu'une, et Dawson l'avait prise pour aller au travail. Elle fourra quelques vêtements dans un sac, prit 300 dollars d'économie. Qu'elle marcha sous la pluie, prévoyant de se rendre à la gare routière interurbaine près du centre-ville et d'acheter un billet pour n'importe où, tant que c'était loin. Mais elle n'entra jamais à l'intérieur. Alors qu'elle traversait le parking, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta. Helena en sortit, accompagnée de deux hommes costauds, Dean Carver et Royce Fenna, des hommes d'une société de sécurité privée appelée Evergreen Watchman Group. Elle marcha droit sur Mara sous la pluie. « Je t'ai donné une chance, » dit Helena. « Maintenant, on fait ça à la manière forte. » Les deux hommes attrapèrent Mara. Elle essaya de crier, mais l'un d'eux lui couvrit la bouche. Ils lui arrachèrent son sac. Ils la poussèrent dans la voiture. Ils partirent. Ils l'emmenèrent dans un entrepôt de fret abandonné près des dépôts ferroviaires de Yardley. Sombre, vide, loin de tout. Helena possédait cet entrepôt depuis près d'1 an. Une préparation que personne ne comprendrait que bien plus tard. À l'intérieur de l'entrepôt, une vieille voiture délabrée attendait. « Conduis-la jusqu'au pont latéral, sur la rivière Spokane », ordonna Helena. « Gare-toi là, laisse tout. Ta carte d'identité, ton portefeuille, ton téléphone, tout ce qui prouve qui tu es. Puis pars et ne reviens jamais. Fais ça et je te donnerai de l'argent pour recommencer. Ne le fais pas. Eh bien, les accidents, ça arrive. » Mara, enceinte, seule, piégée entre deux hommes costauds et une femme prête à tout, n'avait pas d'autre choix. Elle conduisit la vieille voiture jusqu'au pont sous la pluie. Elle la gara. Elle laissa son portefeuille, son téléphone, ses papiers. Elle sortit. Puis les hommes d'Helena arrivèrent dans une autre voiture. Ils aspergèrent la vieille voiture, celle dans laquelle Mara venait de s'asseoir, d'essence. Ils y mirent le feu. La voiture entière s'embrasa, là, sur le pont. Mara se tenait sous la pluie, sentant la chaleur sur son visage, l'odeur de la fumée, regardant sa propre identité se transformer en cendres. Helena s'approcha une dernière fois. Elle baissa sa vitre et jeta une enveloppe aux pieds de Mara. « Maintenant tu es morte, Mara. Morte sur le papier. C'est ce que la police croira. C'est ce que mon fils croira. Et si jamais tu oses revenir, oser contacter Dawson, oser dire la vérité à qui que ce soit, je te rendrai morte pour de vrai. Et ce bébé aussi. » Puis elle partit, laissant Mara enceinte, seule sous la pluie, avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et une enveloppe contenant 5 000 dollars. « 5 000 dollars, répéta Dawson, la voix étranglée. « Elle ne t'a donné que 5 000 dollars. C'était mon prix pour elle, dit Mara amèrement. 5 000 dollars pour disparaître à jamais, afin que son fils me croie morte, pour élever ton enfant seul et ne jamais avoir le droit de dire la vérité. » Mara garda une chose de cette nuit-là. Un coin de l'enveloppe, le bord roussi. Elle le garda dans son carnet, non pas parce qu'il avait de la valeur, mais parce que c'était la seule preuve pour elle-même qu'elle n'était pas folle, que tout cela s'était réellement produit. Dawson s'effondra sur une chaise de cuisine. Son corps entier se sentait vidé. « Qu'as-tu fait après ça ?» Mara regarda par la fenêtre. « J'ai marché pendant des heures sous la pluie, ne sachant où aller. Finalement, j'ai trouvé un motel bon marché. La propriétaire était une femme nommée Irene Wexler. Elle m'a regardé, trempée, tremblante, mon ventre commençant déjà à se voir, et elle n'a posé aucune question. Elle m'a juste donné une clé de chambre et une serviette sèche. Cette nuit-là, elle m'a apporté un bol de soupe. Elle a été la première personne à être gentille avec moi après cette nuit d'enfer. » Mara utilisa son deuxième prénom, Marie, dans la nouvelle ville. Elle trouva un travail dans un petit restaurant, payé en espèces pour ne pas avoir à montrer de pièces d'identité. Elle accoucha de Finn seule, dans un hôpital où personne ne connaissait son vrai nom. Pas de famille, pas d'amis, pas de mari, lui tenant la main. Juste elle. Mais quand ils l'ont mis dans mes bras,
murmura Marrow. Quand j'ai regardé son petit visage, et que j'ai vu tes yeux me regarder, j'ai su que j'avais fait le bon choix, parce qu'il était en vie. Tu comprends? Et c'était tout ce qui comptait. Elle lui raconta les années qui suivirent. Finn eut de la fièvre à l'âge de 2 ans, et Mara resta éveillée toute la nuit à son chevet, comptant chaque pièce dans le bocal en verre pour voir si elle avait assez pour les médicaments. Elle avait 2 emplois, le jour dans une épicerie, la nuit à nettoyer des bureaux. Il y avait des nuits où elle s'endormait dans le bus et manquait son arrêt. Et à chaque anniversaire de Finn, elle achetait un petit gâteau, allumait une seule bougie, et après qu'il se soit endormi, elle s'asseyait seule dans le noir et murmurait. Dawson aurait dû voir ça. Une fois, Finn m'a demandé, dit Mara, la voix brisée. Maman, pourquoi je n'ai pas de papa? J'aurais pu mal parler de toi. J'aurais pu dire que tu nous avais abandonnés, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai juste dit que ton père t'aurait tellement aimé s'il avait su pour toi. Dawson enfouit son visage dans ses mains et pleura. Pas les larmes retenues d'un homme adulte. Les larmes de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait perdu 8 ans, qu'il ne pourrait jamais récupérer. « Pourquoi es-tu revenu dans cette maison ?» demanda-t-il, une fois qu'il se fut calmé. « Parce que je pensais que tu ne reviendrais jamais, » dit Mara. « Je pensais que tu l'avais oublié, que tu avais refait ta vie. J'avais besoin d'un endroit pour que Finn ait un vrai foyer. Je suis entré par effraction, j'ai changé les serrures, je l'ai faite nôtre, pas légale, je sais, mais je n'avais nulle part où aller. » Elle le regarda, les yeux épuisés. « J'ai vécu ici 7 ans en priant chaque jour que ta mère ne nous trouve jamais, que tu ne reviennes jamais. Mais tu es revenu, et maintenant tout ce que j'ai construit pour protéger Finn, tout s'effondre. » Dawson se leva. Ses jambes tremblaient, mais il resta debout. « Ma mère, dit-il, sa voix sonnant comme celle d'un étranger. Ma mère a fait ça. Elle m'a menti. Elle m'a fait croire que tu étais morte. Elle nous a volé 8 ans. Elle m'a empêché de connaître mon propre fils. Oui, dit simplement Mara. Je vais arranger ça, dit Dawson. Je vais tout réparer. Tu ne peux pas le réparer, dit tristement Mara. C'est fait. 8 ans sont passés. On ne peut pas les récupérer. Peut-être pas, dit Dawson. Mais on peut arrêter de fuir. On peut arrêter de se cacher. Et je peux m'assurer que ma mère ne fera plus jamais de mal à personne. Sa mâchoire se serra. Je vais la voir. Le manoir d'Helena se trouvait sur la colline sud, la partie la plus riche de Spokane, avec de hautes colonnes blanches comme un palais. Dawson s'y rendit sans prévenir, utilisa son ancienne clé et entra. « Maman !» appela-t-il. Helena apparut en haut du grand escalier dans une robe couleur crème, des perles, chaque cheveu en place. « Dawson, chérie !» dit-elle avec un sourire. « Quelle surprise! Pourquoi n'as-tu pas appelé avant ?» Elle descendit les escaliers avec la grâce d'une reine, et Dawson, bien qu'il soit arrivé avec une colère bouillonnante, se sentit soudain vaciller. Sur la console de l'entrée, il y avait une vieille photo de famille, une Helena, plus jeune, tenant le petit Dawson, rayonnante. Un instant, son cœur se serra. « Mara est en vie, dit-il. » Sa voix était calme mais tremblante de colère, et je lui ai parlé. Le sourire d'Helena ne changea pas. « Pas du tout. Je suis désolé. Qu'as-tu dit? Tu dois t'asseoir, continua-t-elle, sa voix si douce que ça faisait mal, le guidant vers le canapé. Tu ne dis rien de sensé. Chérie, tu es un homme riche maintenant. Un homme comme toi est une cible pour tous les escrocs. Une femme voit une opportunité, prétend être ta femme pour obtenir de l'argent. Ça arrive tout le temps. Sais-tu vraiment qui est cette femme? Et c'était la chose terrible chez Helena. Elle ne criait pas, ne niait pas catégoriquement. Elle plantait juste doucement, patiemment, graine après graine de doute. Dawson resta là, et le sol solide sous ses pieds commença à s'amollir. Se pourrait-il que je me trompe? Beaucoup d'enfants ont les yeux verts. Ça fait 8 ans. Est-ce que je me souviens même si clairement du visage de Mara? J'ai vu l'acte de naissance, dit Dawson. Mais sa voix était plus faible maintenant. Le garçon a 8 ans. Le bon âge si Mara était enceinte quand? Une coïncidence, dit Helena doucement. Tu es en deuil. Tu veux tellement qu'elle soit en vie que tu t'es convaincu qu'une étrangère est elle. Je veux juste te protéger d'une nouvelle blessure. Elle posa une main sur sa joue. Rentre chez toi et repose-toi. Laisse-moi m'en occuper. J'enverrai quelqu'un pour découvrir qui est vraiment cette femme. Et à ce moment-là, Dawson faillit hocher la tête. Il se tourna vers la porte, l'esprit embrumé. Il avait perdu. Cette femme, avec rien d'autre que sa voix,
avait presque effacé la vérité qu'il avait vue de ses propres yeux. Mais alors que sa main touchait la poignée de la porte, il baissa les yeux. Sur son doigt, il y avait encore une tache de couleur, du crayon rouge, de quand il avait ramassé les devoirs de Finn ce matin-là. Et il se souvint du bocal avec 43 $, des 2 bols, des 2 cuillères, de la cicatrice au-dessus de la lèvre de Mara, qu'aucun escroc ne pourrait jamais connaître. Dawson s'arrêta, se retourna et regarda sa mère. Et cette fois, il le vit, le frémissement de tension au coin de ses yeux, alors qu'elle attendait de voir s'il partirait. « Tu savais, » dit Dawson lentement. « Tu as su tout ce temps. Tu n'as même pas demandé son nom. J'ai dit que Mara était en vie. Et tu n'as pas été le moins du monde surprise. Une vraie mère serait stupéfaite. Tu étais juste occupé à éteindre l'incendie. » Pour la première fois, le sourire d'Helena disparut. Helena regarda son fils pendant un long moment. Puis elle soupira et retourna s'asseoir sur le canapé, comme si elle venait de décider que maintenir la comédie coûtait trop d'énergie. « Très bien, dit-elle. Tu veux la vérité? Oui, je savais qu'elle était en vie. Oui, j'ai arrangé sa disparition. Et non, je ne regrette pas une seule seconde. » Dawson eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, même s'il le savait déjà. L'entendre de sa propre bouche était un choc d'un autre genre. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi ferais-tu une chose aussi monstrueuse ?» Helena regarda par la fenêtre son jardin parfait, et pour la première fois de sa vie, Dawson vit une fissure dans son extérieur de marbre. « Savais-tu que ta grand-mère est morte quand j'avais 16 ans ?» dit-elle, la voix lointaine. « J'ai grandi dans un quartier pire que ton Hilliard. Je faisais la lessive des autres. Je frottais les sols de manoir comme celui-ci. Dawson. Et tu sais comment ces femmes riches me regardaient, comme si j'étais un objet, une fille qui ne valait pas la peine qu'on se souvienne d'elle. Je me suis juré que je ne vivrais jamais comme ça. J'ai bâti le nom des Alder à partir de la poussière avec mes propres mains. » Et puis sa voix se durcit. « Tu as ramené à la maison une serveuse d'un restaurant de Division Street. Pauvre, sans éducation, sans nom de famille, exactement comme j'étais. Je l'ai regardée et j'ai vu tout ce que j'avais dû laisser derrière moi. Je t'ai vu glisser à nouveau dans le trou dont je m'étais sorti à la force des ongles. Elle me rendait heureux, dit Dawson. L'amour rend les hommes faibles, rétorqua Helena, les yeux flamboyants. Avant de l'épouser, tu avais soif de succès. Après, tout ce que tu voulais, c'était rentrer à la maison et jouer à la dinette. Et puis elle dit la chose la plus vraie de toutes. Et elle a fait que tu n'as plus besoin de moi. C'est ça que je ne pouvais pas supporter. Tu m'appelais tous les jours. Après elle, tu m'as oublié. Une petite fille pauvre t'a enlevé à moi en seulement 6 mois. Dawson regarda sa mère, et pour la première fois, il la vit clairement. Pas simplement un monstre, mais une femme si rongée par la peur de la pauvreté et la peur d'être abandonnée, qu'elle était devenue la chose même qui l'avait autrefois blessée. Cela ne rendait pas ce qu'elle avait fait moins horrible, mais un être humain capable de telles choses était bien plus effrayant que n'importe quel monstre. « Tu m'as volé 8 ans, dit Dawson doucement. Tu m'as mis devant une tombe vide, tu as posé ta main sur mon épaule, et tu m'as dit de laisser tomber. As-tu la moindre idée de comment j'ai vécu ces 8 ans? Tu as réussi, dit Helena. Riche, puissant. J'avais raison. J'étais vide, dit Dawson. Je ne vivais pas, j'existais seulement. Puis il prononça les mots dont il se souviendrait pour le reste de sa vie. Peut-être que tu m'as donné le succès, mais tu m'as pris ma vie. Helena resta silencieuse. Ces mots, sans cri, sans la traiter de monstre, frappèrent plus profondément que n'importe quel hurlement aurait pu le faire. « Je vais m'occuper de Mara et Finn, » continua Dawson, « et tu vas rester loin d'eux, pour toujours. » Helena se leva, son visage se durcissant à nouveau. « Si tu fais ça, il y aura des conséquences. J'ai du pouvoir dans cette ville. Je peux rendre la vie très misérable pour toi et ta petite famille. Alors c'est la guerre, » dit Dawson doucement, et il se tourna vers la porte. Dawson n'avait même pas quitté la colline sud que son téléphone sonna. C'était Nathalie, son assistante. Sa voix était paniquée. « Votre mère vient d'appeler le bureau, » dit Nathalie. « Elle dit qu'il y a des squatteurs qui occupent illégalement la propriété de Cedar Hollow, et elle veut que vous appeliez la police pour les expulser. Elle dit que si vous ne vous en occupez pas, elle les appellera elle-même. » Le sang de Dawson se glaça. Sa mère avait fait son coup. Elle allait envoyer la police pour arrêter Mara et Finn, les jeter à la rue, peut-être même en prison. « Nathalie, ne faites rien, dit Dawson d'urgence. N'appelez pas la police. Ne parlez pas à ma mère. Faites-moi confiance. » Il raccrocha et fonça vers Cedar Hollow.
Quand il le dit à Mara, son visage devint blanc. « La police » balbutia-t-elle. « Dawson, si la police vient, ils m'arrêteront. Ils prendront Finn. Ils le mettront en famille d'accueil. Ou, ça n'arrivera pas, dit fermement Dawson. Tu ne comprends pas, dit Mara, agrippant son bras, une peur dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. Je peux survivre à la prison, Dawson. Je ne peux pas survivre s'ils me prennent mon fils. Les mots restèrent en suspens, et Dawson comprit. Pour Mara, ce n'était pas la peur d'être arrêté. C'était la seule et unique peur d'une mère. Ils n'eurent même pas le temps de trouver un plan qu'ils entendirent les sirènes. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent devant la maison. « Mara, emmène Finn à l'étage, » dit Dawson rapidement. « Garde-le au calme. » Mara monta en courant, entraînant Finn dans sa chambre, juste au moment où on frappa violemment à la porte. « Police, ouvrez !» Dawson prit une profonde inspiration et ouvrit. 2 officiers se tenaient sur le porche. L'un plus âgé, aux cheveux gris avec un visage fatigué, son badge indiquait « Officier Patrick Lorne », l'autre plus jeune, avec des yeux vifs. « Officier Blake Ramsay. Nous avons reçu un rapport de squatteurs occupant illégalement cette propriété, » dit Lorne, jetant un coup d'œil à son calepin. « La maison appartient à Dawson Alder. »« C'est vous? »« Oui, je suis Dawson Alder. C'est ma maison. » Ramsay fronça les sourcils. « Si c'est votre maison, pourquoi avons-nous reçu un rapport de squatteurs? »« Le rapport vient d'Elena Alder, » dit Lorne. « Votre mère, je suppose. »« Ma mère s'est trompée, » dit Dawson, luttant pour garder sa voix calme. « Il n'y a pas de squatteurs ici. Il y a une femme et son fils qui vivent ici. Ils ont ma permission. » Lorne n'avait pas l'air convaincu. « Monsieur, nous devons vérifier ça. Ça vous dérange si on entre et qu'on parle aux personnes à l'intérieur? » Dawson n'avait pas le choix. « D'accord, laissez-moi les chercher. » Mara descendit en tenant la main de Finn. Les yeux de Finn étaient grands ouverts de peur. « Quel est votre nom ?» demanda Lorne. « Mara Ellsworth, » répondit-elle, la voix tremblante. « Depuis combien de temps vivez-vous ici? » « 7 ans. » Ramsay regarda Dawson. « Et vous l'avez laissé rester ici pendant 7 ans. » C'était la partie la plus difficile. Il y a 7 ans, Dawson pensait que Mara était morte. Mais s'il disait la vérité, il l'arrêterait pour violation de propriété. « Oui, » mentit Dawson. « Il y a 7 ans, j'ai dit à Mara qu'elle pouvait rester ici. »« Viviez-vous dans cette ville il y a 7 ans ?» demanda Lorne, ses yeux se plissant. « J'ai entendu dire que vous aviez abandonné la maison. Alors, comment lui avez-vous donné la permission de rester ?» Avant que Dawson ne puisse trouver une réponse, Mara parla. « Je l'ai appelé. Je lui ai dit que je n'avais nulle part où aller. Il a dit que je pouvais rester, puisque la maison était vide de toute façon. C'était un mensonge, mais c'était un bon mensonge. « Quelle est la relation entre vous deux ?» demanda Lorne. Dawson et Mara se regardèrent. « Nous étions mariés, » dit doucement Mara. « On s'est séparés il y a des années, » dit rapidement Dawson. « Quand elle a eu besoin d'aide, je l'ai laissée rester ici. » Lorne les étudia pendant un long moment. Finalement, il soupira. « Très bien, monsieur Alder. C'est inhabituel, mais s'il n'y a aucun signe de crime, nous ne pouvons rien faire. » Il s'arrêta à la porte. « Mais que ce soit clair, si on nous rappelle ici, nous enquêterons de beaucoup plus près. Et si nous découvrons que quelqu'un a menti aujourd'hui, il y aura des conséquences. » Ils partirent. Dawson s'appuya contre la porte, les jambes chancelantes. Mais quand il se retourna, Finn était là. Le garçon le regarda, lui et sa mère, avec des yeux verts maintenant durcis par la colère. « Vous avez menti, » dit Finn. Le cœur de Dawson se serra. « Vous avez menti à la police, » dit Finn, la voix tremblante. « Maman ne l'a jamais appelé il y a 7 ans. J'étais déjà né. On ne le connaissait pas. On est venu dans cette maison parce qu'on n'avait nulle part où aller. » Les larmes montèrent. « Maman m'a toujours appris que mentir, c'est mal. Maman a toujours dit qu'il faut dire la vérité. Mais vous venez de mentir. Vous avez tous les deux menti. » Mara s'agenouilla, mais Finn recula. Dawson s'agenouilla aussi, gardant ses distances. « Tu as raison, Finn, » dit Dawson. « Nous avons menti, et je suis désolé que tu aies dû voir ça. Tu as raison. Les adultes ont tout gâché, et tu ne devrais pas avoir à en porter le poids. » Finn le regarda, ne disant rien, puis il demanda « Pourquoi? Pourquoi maman a-t-elle dû mentir ?» Mara essuya ses larmes. « Parce que si je disais la vérité, la police t'emmènerait loin de moi. Je n'ai pas menti parce que je le voulais, mon cœur. J'ai menti parce que j'avais peur de te perdre. » Cette nuit-là, après que tout se soit calmé,
Mara découvrit que Finn avait caché son dinosaure en peluche préféré et son sac à dos sous son lit. Quand elle lui demanda pourquoi, il répondit « Comme ça, si la police revient pour m'emmener, j'aurai encore mes affaires. » Mara le serra dans ses bras et murmura « Personne ne nous enlèvera cette maison ce soir, mon cœur. Personne. » Dawson appela son père, Russell Alder. Ils ne s'étaient pas beaucoup parlé depuis que Russell avait divorcé d'Helena il y a 3 ans. Un mariage de 30 ans qui s'était terminé dans l'amertume parce qu'il ne supportait plus le contrôle de sa femme. Et depuis la mort de Mara, une distance s'était creusée entre le père et le fils que ni l'un ni l'autre ne savait comment combler. Une demi-heure plus tard, Russell arriva. Il avait plus de 60 ans, les cheveux gris, la silhouette légèrement voûtée, comme s'il avait porté trop de choses lourdes pendant trop longtemps. Quand il vit Mara, sa bouche s'ouvrit en grand. « Mara, tu es en vie. »« Salut papa », dit doucement Mara. Elle l'appelait papa pendant ces 6 courts mois. Russell s'assit et Dawson lui raconta tout. Quand il eut fini, le vieil homme resta silencieux un long moment. « Savais-tu que Mara était en vie » demanda Dawson. « Non » dit fermement Russell. « Je le jure. Quand Helena a dit qu'il y avait eu un accident, je l'ai cru. J'ai pleuré Mara, moi aussi. » Il regarda Mara, les yeux lourds de chagrin. « Mais je te dois des excuses. Non pas parce que je ne savais pas, mais parce que je savais ce qu'était Helena, et je t'ai quand même laissé seul avec elle. J'ai vu la façon dont elle te regardait au mariage. J'ai entendu les choses qu'elle disait dans ton dos, et je n'ai rien fait. Parce que faire quelque chose contre Helena était toujours plus difficile que de céder. J'ai été un lâche, et ma lâcheté a joué un rôle dans tout ça. » Mara posa sa main sur la sienne. « Tu es là maintenant. »« C'est suffisant. Il y a quelque chose, » dit lentement Russell. « Pendant le divorce, j'ai gardé des copies de tout parce que je ne faisais pas confiance à Helena pour diviser les biens équitablement. Relevé bancaire, email, documents, tout est dans un garde-meuble à Spokane Valley. Je me souviens de grosses sommes d'argent retirées à l'époque de la mort de Mara que je n'ai jamais comprises. Et Helena a acheté un entrepôt de fret abandonné une fois. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mara pâlit. L'entrepôt près de Yardley. C'est là qu'elle m'a emmené. Russell conduisit jusqu'au garde-meuble à Spokane Valley. Trouver les preuves ne fut pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Il fallut près de 3 heures à fouiller dans des dizaines de boîtes d'archives avant qu'il ne trouve la première pièce. Un virement de 50 000 $ à une société appelée Evergreen Watchman Group, 3 jours après le jour de la mort de Mara. 2 semaines plus tard, 20 000 de plus. Mais les chiffres ne suffisaient pas. Un bon avocat dirait que c'était un paiement pour des services de sécurité légitimes. La vraie pièce était un email que Russell trouva dans une sauvegarde de la boîte de réception partagée de l'ancien couple. « Madame Alder, l'affaire dont nous avons discuté a été traitée comme demandé. Le véhicule a été détruit à l'endroit que vous avez spécifié. Toutes les pièces d'identité étaient à l'intérieur. Un compte-rendu cohérent a été fourni aux autorités nécessaires. Veuillez procéder au paiement final. G. Vale, Evergreen Watchman Group. » L'expéditeur était Gordon Vale. Evergreen avait fait faillite il y a 5 ans, mais Russell retrouva Gordon. Quand Dawson appela, la voix de l'homme était rauque et pleine de peur. « Si je parle, je pourrais aller en prison, » dit Gordon. « Si tu ne parles pas, tu iras certainement en prison, » répondit Dawson. « J'ai les relevés bancaires, j'ai l'email. Ta seule chance est de coopérer. » Gordon resta silencieux un long moment. « Elle nous a dit que c'était juste pour lui faire peur, » dit-il finalement, la voix brisée. « Je ne savais pas qu'elle était enceinte avant cette nuit sur le pont, quand j'ai vu son ventre sous la pluie. Je voulais arrêter, mais Carver et Fenna ne l'ont fait que pour l'argent, et moi aussi. » Il marqua une pause. « Je n'ai pas bien dormi depuis 8 ans. Je vous dirai tout. J'aurais dû me dénoncer il y a longtemps. Ce soir-là, chez Russell, pendant que les adultes parlaient, Finn était assis par terre à dessiner. Russell lui avait donné du papier et des crayons. La maison du vieil homme était chaleureuse, avec des livres sur les étagères et des photos sur les murs, pas froide et parfaite comme le manoir d'Helena. Quand Finn eut fini, il montra son dessin. Une maison avec 4 personnages en bâton devant. Une femme, un garçon et 2 hommes, un grand, un plus grand. « C'est qui, mon grand ?» demanda doucement Russell. Finn pointa chacun d'eux. « C'est maman. C'est moi. C'est Monsieur Russell. » Puis, il pointa le dernier personnage en bâton, dessiné un peu à l'écart des 3 autres. « Et ça, c'est Dawson. »« Pourquoi Dawson est-il si loin ?» demanda Russell.
Finn regarda le dessin, puis Dawson assis tranquillement dans un coin de la pièce. Parce que, dit le garçon avec cette honnêteté brutale des enfants, on dirait qu'il veut se rapprocher, mais il ne sait pas s'il a le droit. Toute la pièce devint silencieuse. Dawson se détourna, ses épaules tremblant légèrement. Le garçon de 8 ans, dans son innocence, avait vu exactement ce qu'aucun des adultes n'osait dire à voix haute. « C'est magnifique, Finn », dit Russell, la voix épaisse. « C'est magnifique. »« C'est ma famille », dit simplement Finn, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. L'après-midi suivant, Dawson se tenait devant le manoir de South Hill. Avec lui se trouvait Russell, tenant un dossier. Gordon Vail, un homme de plus de 50 ans au visage fatigué et rongé par la culpabilité. Une avocate nommée Meredith Hale. Et Mara. Dawson avait dit à Mara de rester à la maison avec Finn pour sa sécurité. Elle refusa. « J'ai fui et je me suis caché pendant 8 ans, avait-elle dit ce matin-là. Je ne me cache plus. J'ai besoin de la regarder dans les yeux et de lui dire qu'elle n'a pas gagné. » Ils entrèrent. Helena était assise sur le canapé blanc comme une reine. Ses yeux passèrent de Dawson à Russell, à Mara, à Gordon. Son visage ne changea pas, mais Dawson le vit, une lueur de peur. Russell posa les relevés bancaires sur la table, puis l'email. Dawson désigna Gordon. « Voici Gordon Vail, l'homme que vous avez engagé, l'homme qui a brûlé la voiture sur le pont. » Et puis Helena fit ce qu'elle faisait toujours. Elle n'avoua pas. Elle attaqua une personne à la fois. Elle se tourna vers Russell. « Tu as toujours été faible. Pendant 30 ans, tu m'as laissé prendre toutes les décisions parce que tu étais trop lâche pour prendre les tiennes. Et maintenant, tu joues les héros. » Russell trembla, mais il se redressa. « Oui, j'étais un lâche. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour me racheter. » Elle se tourna vers Mara. « Et toi? Tu es revenu pour l'argent. Tu as entendu que mon fils était riche et tu as senti une opportunité. »« Je suis revenu, » dit Mara, sa voix étonnamment ferme, « parce que mon fils avait besoin d'un foyer. J'ai vécu 7 ans à quelques kilomètres de votre maison, en ayant 2 emplois, et je ne vous ai jamais demandé un centime. Si je voulais votre argent, j'aurais pris les 50 000 $ que vous m'avez offerts il y a 8 ans. » Elle se tourna vers Gordon. « Et vous? Vous pensez que vous en sortir en avouant? Je peux encore vous détruire. » Gordon pâlit, mais ne recula pas. « Vous m'avez détruit il y a 8 ans, Madame Alder. Je ne fais que reprendre un morceau de moi-même. » Et finalement, elle se tourna vers Dawson, utilisant son arme la plus puissante. « Et toi? Sans moi, tu ne serais rien. As-tu oublié d'où tu viens? J'ai fait de toi l'homme que tu es. » Dawson regarda sa mère pendant un long moment. Il ne cria pas. Il ne la traita pas de monstre. Il dit simplement d'une voix d'un calme glacial. « Tu as raison. Tu as fait de moi l'homme que je suis. » Un homme seul dans un appartement vide qui n'a pas changé de numéro de téléphone pendant 8 ans, parce qu'il avait peur qu'une femme morte puisse rappeler. « Tu m'as donné le succès, maman, mais tu m'as pris ma vie. Et maintenant, je la reprends. » Helena s'assit. Pour la première fois, elle n'avait plus rien à dire. Meredith Hale, l'avocate, s'avança et posa une pile de documents devant Helena. « Ceci est une demande d'ordonnance de protection temporaire, » dit-elle, sa voix professionnelle et froide. « Il vous est interdit de contacter, menacer ou approcher Madame Ellsworth ou Finn. Ceci est également la déclaration sous serment de Monsieur Gordon Vail, notarié. Et ceci, elle posa une autre pile, est une copie de tous les dossiers financiers et de la correspondance. Les originaux sont en lieu sûr. Vous devez comprendre quelque chose, Madame Alder, continua Meredith. Ce papier n'efface pas ce que vous avez fait. Il ne fait que les protéger ce soir. Fraude, complot, mise en scène d'un décès. Ces crimes n'ont pas le genre de prescription que vous pensez. Ma cliente a tout à fait le droit de poursuivre des accusations criminelles complètes. Dawson regarda sa mère. C'est la décision de Mara, pas la mienne. Elle pourrait vous traîner en justice dès maintenant. Et avec ces preuves, vous passeriez le reste de votre vie dans un tribunal. Tout le monde regarda Mara. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, « Je ne porterai pas plainte. Pas maintenant. » Elle regarda Helena droit dans les yeux. « Non pas parce que je vous pardonne, mais parce que je ne veux pas que Finn grandisse avec son nom dans les journaux, avec des journalistes campant devant son école, avec le monde entier sachant que sa grand-mère a un jour essayé de le tuer dans le ventre de sa mère. J'ai sacrifié 8 ans pour le protéger. Je ne le jetterai pas dans un procès juste pour satisfaire ma propre colère. » Sa voix se durcit.
Mais si vous enfreignez ne serait-ce qu'une ligne de cette ordonnance, je changerai d'avis instantanément, et alors il n'y aura plus d'accord. Ce n'était pas une victoire facile. C'était un choix difficile, un compromis dont Mara portait tout le poids. Helena prit le stylo, sa main tremblait. Elle signa. En sortant, Dawson s'arrêta à la porte et regarda en arrière une dernière fois. Sa mère était assise là, seule, dans son grand manoir parfait, paraissant plus petite qu'il ne l'avait jamais vue. Une partie de lui voulait retourner la tenir, essayer de réparer les choses. Mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Il sortit et ferma la porte derrière lui. Dans la voiture sur le chemin du retour, Russell demanda « Alors, et maintenant, vous deux, vous êtes en sécurité maintenant », dit Dawson à Mara. « Ma mère ne peut plus vous faire de mal. Toi et Finn pouvez arrêter de vous cacher. » Mara regarda par la fenêtre. « J'ai eu peur si longtemps. Je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur. » Et c'était la vérité qu'ils durent tous les deux apprendre dans les semaines qui suivirent. La sécurité n'arrive pas au moment où un papier est signé. La première nuit de retour à la maison, Mara sursautait encore au bruit d'une voiture dehors, se levait encore au milieu de la nuit pour vérifier les serrures 2 fois. Son corps s'était habitué à la peur pendant 8 ans, et il ne savait pas comment lâcher prise après un seul jour. Dawson comprit. Il ne les poussa pas, elle et Finn, à emménager dans une maison luxueuse. « C'est la seule maison que Finn connaisse, dit-elle. Il a besoin de stabilité. » Au lieu de cela, il paya discrètement les vieilles factures médicales, répara le toit qui fuyait, installa un nouveau système de chauffage pour les hivers brutaux de Spokane. Mais il laissa Mara garder le contrôle de chaque décision. « Je ne veux pas de ton argent, Dawson, dit-elle une fois. « Je sais, répondit-il. Je ne veux pas racheter ma place dans vos vies. Je veux la mériter. » Raconter la vérité à Finn se fit lentement et avec précaution. Un soir, Mara et Dawson s'assirent avec le garçon sur le canapé. « Finn, tu te souviens quand tu m'as posé des questions sur ton papa ?» commença Mara. « Je t'ai dit que ton père t'aurait aimé s'il avait su pour toi. » Finn hocha la tête. « Cette partie était vraie, » dit Mara, la voix tremblante. « Ton père ne savait pas pour toi. Quelqu'un lui a menti, lui a dit que j'étais morte, alors il ne savait pas que j'étais en vie, et il ne savait pas que tu existais. » Finn regarda de sa mère à Dawson, puis de nouveau à sa mère. C'était un garçon intelligent. Il commençait à comprendre. Où est mon papa maintenant? Est-ce qu'il sait pour moi? Dawson prit une profonde inspiration. Finn, dit-il doucement, je suis ton papa. Finn le fixa. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Et cette fois, le garçon ne courut pas pour serrer Dawson dans ses bras. Il resta juste assis là, traitant cette énorme vérité avec son esprit de 8 ans. Puis il posa une question qui serra le cœur de Dawson. « Est-ce que tu m'aimais avant même de me rencontrer ?» Dawson s'agenouilla devant son fils. « Je ne connaissais pas ton nom, dit-il. Je ne savais pas que tu existais. Mais je pense qu'une partie de moi t'a toujours manqué. Pendant 8 ans, je me suis senti vide et je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je sais que tu me manquais, Finn. Je ne savais juste pas que c'était toi. » Finn baissa les yeux sur ses mains. « Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? Même quand tu pensais que maman était morte, tu aurais pu vérifier si elle avait eu un bébé. » Une question juste, une question intelligente, et elle méritait une réponse honnête. « Tu as raison, dit Dawson. J'aurais dû chercher plus, j'aurais dû poser plus de questions, douter plus, ne pas simplement accepter tout ce que les gens me disaient. Et je le regretterai pour le reste de ma vie. Je ne peux pas changer le passé, Finn. Je ne peux pas récupérer ces 8 ans. Tout ce que je peux faire, c'est promettre qu'à partir de maintenant, je serai là chaque jour, aussi longtemps que tu le voudras. » « Et si je ne veux pas de toi ?» demanda Finn, sa voix petite et blessée. « Et si je suis en colère contre toi pour ne pas avoir été là? Alors je comprendrai, dit Dawson. Et je serai toujours là, parce que c'est ce que fait un papa. Ils ne partent pas quand les choses deviennent difficiles. Ils restent. » Finn resta silencieux un long moment. Il ne serra pas Dawson dans ses bras cette nuit-là, et Dawson n'insista pas. Le garçon dit juste « J'ai besoin de temps », et Dawson répondit « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. » Avant de se coucher, Finn demanda une dernière chose. « Est-ce que je dois t'appeler papa tout de suite, ou est-ce que je peux t'appeler Dawson pendant un moment, le temps de m'habituer? » Dawson sourit, même si ses yeux étaient humides. « Tu peux m'appeler comme tu veux. Dawson, c'est bien. Tout est bien tant que tu es à l'aise. » Parce que Dawson avait compris quelque chose ces jours-là. Être un père n'est pas un titre à réclamer. C'est une confiance qui doit se construire. Un jour à la fois. 3 mois passèrent.
Un samedi après-midi, Dawson arriva pile à l'heure pour emmener Finn au parc près de Cedar Hollow pour s'entraîner au basket. Il avait tenu cette promesse chaque semaine, sans jamais manquer une seule fois. Finn n'était toujours pas très bon, mais il marquait plus de paniers qu'avant, et chaque fois qu'il marquait, il se tournait pour regarder Dawson pour voir s'il l'avait vu. Il l'avait toujours vu. Mara ne travaillait plus de nuit. Elle travaillait toujours. Elle y tenait parce qu'elle avait besoin de ce sentiment d'indépendance. Mais un seul emploi maintenant, pendant la journée, et elle pouvait aller chercher Finn à l'école. Madame Elaine Corbin, l'employée de l'accueil de l'école de Finn, s'était habituée à voir un homme aux cheveux bruns et aux yeux verts, debout devant le portail chaque après-midi, un peu maladroit, toujours 10 minutes en avance. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour du parc, Finn marchait à côté de Dawson, dribblant le ballon. Le garçon parlait d'un enfant de sa classe, du contrôle de maths qu'il avait réussi, de son dinosaure préféré. Puis, tout à fait naturellement, sans y penser, au milieu d'une phrase, il dit « Papa, on peut s'entraîner encore demain ?»« Papa !» Le garçon ne réalisa même pas ce qu'il avait dit. Il continua juste à bavarder sur le dinosaure. Dawson n'en fit pas toute une histoire. Il ne s'arrêta pas, ne rendit pas le moment lourd, ne transforma pas l'instant en quelque chose de fragile. Il tourna juste un peu le visage, regarda vers la rangée de maisons sur Cedar Hollow Road et essuya rapidement le coin de son œil. Puis il dit, sa voix seulement légèrement instable, « Bien sûr, mon grand. On s'entraînera encore demain. » Ils arrivèrent à la maison. Mara se tenait sur le pas de la porte, les regardant remonter l'allée, le garçon sautillant, l'homme marchant lentement à ses côtés, tous deux plissant les yeux de la même manière, lorsque le soleil de l'après-midi frappait leurs yeux. Et pour la première fois en 8 ans, quand elle entra et ferma la porte, Mara ne vérifia pas la serrure une deuxième fois. Sur le mur du salon, à côté des anciens dessins de Finn, il y en avait un nouveau. Une maison avec 4 personnages en bâton devant, une femme, un garçon et 2 hommes. Mais dans ce dessin, le personnage en bâton étiqueté Dawson n'était plus à l'écart. Le garçon l'avait redessiné juste à côté d'eux, une main de personnage en bâton, jointe à une petite main de personnage en bâton. Et cela, plus que n'importe quelle signature ou n'importe quel papier, disait que les mensonges étaient terminés et que quelque chose de réel, lentement, maladroitement, un jour à la fois, avait enfin commencé. Dimanche.